Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet avis et cette analyse sur Moon Knight épisode 4. Comme d'habitude, attention, ce sera full spoiler, donc attendez d'avoir vu l'épisode. Et si vous voulez le faire dans les règles, sur la plateforme Disney+, vous trouverez un lien pour vous y abonner en description de la vidéo et vous soutiendrez la chaîne au passage. Merci à vous. Si on met de côté les 10 dernières minutes, cet épisode est sans nul doute, pour moi du moins, celui de Layla, qui est la Lara Croft de cette exploration à haut risque. D'ailleurs, c'est une notion qu'on a dans l'ère Azatz d'Indiana Jones, que Mark regarde à l'asile, avec ce titre Tomb Buster, qui renvoie bien sûr à Tomb Raider. Je classe l'aspect horreur de l'épisode dans les points positifs avec cette momie qui charcute le pauvre Billy encore mourant pour déposer ses organes dans une jarre. Entre cet aspect presque gore et l'attaque surprise de Layla en surgissant de la paroi rocheuse, c'était une touche plutôt appréciable. Comme j'avais pu le voir à l'occasion du précédent épisode sur Twitter, on pourra toujours dire que c'est du Sidney Fox l'aventurière au rabais, mais personnellement ce n'est pas l'impression que j'en retire. Et clairement pour moi, Layla ressort de l'épisode comme un personnage presque aussi solide et intéressant que Mark et ça fait du bien, d'autant qu'on peut remarquer un double détail qui ouvre vers une piste étrange qui m'avait échappé jusqu'alors. En effet, dans la scène de l'asile, on devine un scarabée rouge sur le pansement recouvrant son pouce. Si on y ajoute son nom de famille, El Faouli, on s'approche étrangement d'un personnage très méconnu des comics Marvel, à savoir Abdul Faoul, le scarabée rouge, qui transmet son pouvoir via un scarabée à son fils, sachant que c'est évidemment le surnom que donnait son père à Layla, Petit Scarabée. On n'est pas très loin de Petit Scarabée rouge. Alors attention, je ne dis pas que la série va introduire une nouvelle source de pouvoir, mais la référence semble bien présente intentionnellement. C'est aussi l'épisode où Layla apprend les projets de Khonshu à son égard, et on remarque qu'on ne sait pas vraiment ce qu'elle en pense elle-même de cette idée de devenir un avatar. Après tout, de l'extérieur, ça peut sembler assez cool avec tous ses pouvoirs, etc. Je suppose. Alors bien sûr, je reconnais volontiers que la vitesse à laquelle Steven va comprendre que la structure du labyrinthe correspond au tracé de l'œil d'Horus est totalement débile, mais on s'inscrit quand même avec cette séquence dans la droite lignée des films d'aventure, et puis l'explication en elle-même est plutôt intéressante, tout du moins pour un néophyte comme moi. Ensuite, la notion selon laquelle Alexandre le Grand était un avatar d'Amit semble bien soulignée qu'Arthur Harrow pourrait à son tour conquérir une bonne partie du monde et le soumettre à son terrible projet d'éradication de ce choix entre le mal et le bien. En parlant de ça, suite à la révélation par Harrow de l'implication de Mark dans la mort du père de Layla, et avec leur scène de confrontation, je reste pour le moment sur mon idée d'une troisième personnalité de Mark, et qu'elle se nomme Jake Lockley ou pas d'ailleurs, peu importe, mais qui serait nettement plus néfaste que les deux autres que nous connaissons pour l'instant. Quand Mark répond que son associé est devenu Cupide et qu'il a exécuté tout le monde sur le site, lorsque Layla lui pose des questions sur la mort de son père, je pense bien qu'il parle de lui-même potentiellement sans le savoir. Quoi qu'il en soit, cette fameuse troisième personnalité est lourdement soulignée bien sûr avec le sarcophage qui reste fermé dans l'asile alors que Mark et Steven explorent le couloir. On pourrait bien sûr en découvrir davantage encore de ces personnalités, mais le fait qu'elles soient autant réprimées, celle de ce sarcophage, par les deux autres, eh bien cela en dit long je pense sur le danger qu'elles représentent pour leur psyché. D'ailleurs, la créature révélée à la toute fin n'est autre que Tauret, déesse protectrice de l'accouchement, mais de quel accouchement pourrait-il bien s'agir dans cet épisode, ou plutôt les suivants? D'un côté, on a une métaphore possible relativement simple. Mark vient de se faire tirer dessus 2 fois, on le notera, comme pour tuer Steven en même temps que Mark. Si on suppose qu'ils sont alors dans une version de l'au-delà, eh bien un accouchement, d'une certaine manière, ce serait de les ramener au monde en passant par une nouvelle résurrection. Mais de l'autre côté, pourtant, on peut se demander si cet accouchement ne serait pas plutôt celui de la prise de conscience de l'existence de cette troisième personnalité. Le décor de l'asile pourrait pousser en ce sens avec la notion de révélation sur ce que cache encore l'esprit de Mark. Par ailleurs, il faut bien sûr souligner que toute l'inspiration de cette séquence marquante provient du run comics de Jeff Lemire sur la série Moon Knight, bien sûr. Pour reprendre cette scène depuis le début, on peut remarquer une concentration énorme au centimètre carré de pellicule, de clin d'œil aux 3 premiers épisodes de la série. Et il serait certes un peu fastidieux de tous les relever, et puis de toute façon vous en avez certainement capté naturellement la plupart, alors on va éviter d'enfoncer des portes ouvertes.
Mais quand même, j'en tape quelques-unes alors que Mark passe dans l'au-delà dans une très jolie scène qui inverse la chute et l'élévation en traversant la surface de l'eau. On remarque qu'il se dirige vers une lumière blanche et circulaire qui rappelle directement la Lune. L'influence de Honshu semble donc encore présente ici. On peut aussi souligner que le fait de voir Mark sombrer et s'élever à la fois fait écho à la citation de Carl Gustav Jung par Arthur Harrow dans le rôle du psychiatre, lorsqu'il dit qu'aucun arbre ne peut pousser jusqu'au paradis sans que ses racines n'atteignent l'enfer. Dès le fameux film Tomb Buster, on remarque que la statue trouvée par l'Indiana d'opérette reprend la notion des personnalités multiples comme les phases de la Lune à l'image du générique de fin de la série. On a l'homme qui faisait la statue vivante dorée qui annonce les résultats du bingo, le fameux indique Crowley des comics. Et de toute façon, on retrouve une grande partie des seconds rôles de Bobby et Billy en passant par la faussaire ou le chef de sécurité de Anton Mogart, sans oublier Honshu en dessin, les cupcakes ou évidemment le poisson rouge, on l'aura remarqué. Le clou du spectacle, c'est la petite figurine Moon Knight, mais alors peut-on sérieusement se demander si Mark a pu imaginer tout ce qui a précédé comme il semble le penser un instant dans le bureau du psychiatre? De toute évidence, la réponse à cette question sera négative et c'est aussi justement ce qui rend la suite d'autant plus intrigante. Que se passe-t-il véritablement dans cet asile? Qu'est-ce qui est alors en jeu et à quoi rime cette apparition finale de Tarouette? Et il me semble qu'il n'est pas impossible que l'idée soit ici de suivre non seulement un accouchement des idées, ce qui correspond précisément à la maïeutique de Socrate, mais aussi à la fois à une forme de libération de Honshu depuis l'intérieur même du monde où il aurait été emprisonné lors du rituel mené par les autres dieux égyptiens. On peut se faire la réflexion si la lumière lunaire du début de la séquence est un indice solide, c'est peut-être l'intervention de Honshu qui est encore à l'œuvre, et son principal objectif sera bien sûr de se libérer lui-même par l'aide psychique de Mark peut-être, pour en retour user de ses capacités et ramener Mark à la vie une nouvelle fois. On peut aussi se faire la réflexion que si la déesse Tarouette est présente, peut-être que d'autres ne sont pas loin, de même que les sbires d'Amit et l'inquiétante déesse qui pourrait être présente en personne. Et oui, dans les comics, c'est elle qui était la directrice de l'asile, mais la direction prise par la série pourrait être tout autre. Quoi qu'il en soit, il faudra un affrontement, voire plusieurs. Reste maintenant à découvrir si ce sera contre Amit et ses sbires uniquement, ou plus probablement aussi un affrontement de Mark et Steven contre le troisième homme partageant leur corps. Encore une fois, on se situe avec cette série très loin de ce que les amateurs de comics pouvaient attendre avec un personnage violent et loin des dérivatifs comics habituels du MCU. Toutefois, la proposition n'en reste pas moins intrigante et j'avoue avoir bien envie de découvrir ce que réservent les 2 derniers épisodes qui ont été réalisés par Mohamed Diab en personne. Je peux même ajouter que le réalisateur m'avait promis en off que tout devenait encore plus fou dans les 2 derniers chapitres de la mini-série. Ce qui est sûr, c'est que j'attends d'avoir l'image globale de ce que cherche à dire et à faire la série avant de me prononcer sur sa qualité d'ensemble, de la juger véritablement. Ce qui est sûr, c'est que de mon point de vue, cet épisode 4 était bien agréable à suivre, parvenant à mélanger des ambiances différentes de manière plutôt convaincante. Et puis après tout, cet épisode était placé sous le signe du bouc qu'on aperçoit à un moment quand ils sont dans le désert. Bouc, symbole de fertilité, de bonne chance, normal d'aboutir à une promesse d'accouchement. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me dire, quoi qu'il en soit, ce que vous en pensez de tout ça, bien sûr, en commentaire. Et dans le cas contraire, un petit passage entre les mains expertes de la momie qui cliquette devra s'imposer pour vous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!